L'ouvrage que nous considérons ici, qui a été publié en anglais, mais dont la recension est en français, concerne les langues d'instruction en Afrique et leur choix. Les buts de cet ouvrage militant sont énoncés dès les premières lignes. Considérer les politiques éducatives de l'Afrique postcoloniale en contexte de multilinguisme et à partir de cas représentatifs pris dans divers pays, contribuer à débusquer et à détruire les mythes en circulation concernant le choix des langues d'enseignement en Afrique postcoloniale. Les auteurs font l'historique de ces choix depuis les indépendances et examinent les arguments politiques, pédagogiques et idéologiques les sous-tendant. Les directeurs de l'ouvrage souhaitent en outre mettre en lumière le caractère utile, unique et dynamique de terrain où les langues africaines maternelles et officielles occupent des positions controversées au sein de sociétés et de politiques éducatives mouvantes. L'ouvrage cherche à prouver, à partir d'études pilotes, d'entretiens avec enseignants, apprenants, anciens élèves, dirigeants et officiels, et de l'analyse de documents officiels, d'archives et de statistiques, que, selon eux, les politiques bornées d'enseignement des langues ne tenant pas compte des réalités africaines en contexte sont condamnées à l'échec. Qui décide du rôle des langues dans l'enseignement en Afrique? C'est la question. Quels sont les modèles linguistiques préférés et pourquoi? Quels sont les choix susceptibles de favoriser l'émancipation du continent? Les différents gouvernements ont-ils fait l'effort de changer les langues d'enseignement? Ont-ils réussi? Quelles sont les diversités, les difficultés concrètes rencontrées par les apprenants et les enseignants en classe? Quelle éducation? Et pour qui? À qui cette politique de maintien des langues européennes profite-t-elle? Pourquoi le reste du monde aurait-il le droit d'étudier dans ces langues, alors que seule l'Afrique reste traitée différemment? C'est à toutes ces questions que l'ouvrage tente de répondre. Pour les auteurs, le maintien des langues européennes et de l'anglais en particulier comme langue d'enseignement s'explique historiquement par la colonisation et après les indépendances par la perception de ces langues comme liées au progrès scientifique et technologique, bénéficiant d'un matériel scolaire abondant et d'accès facile, facteur d'unité nationale et susceptible d'améliorer le statut social des apprenants et de faciliter la communication entre pays anglophones et francophones, les progrès du panafricanisme et les relations au sein des États-Unis. Le choix des langues d'enseignement est conséquemment présenté comme la clé du développement et de l'émancipation, deux termes qui reviennent tout au long de l'ouvrage. Celui-ci considère également les choix linguistiques des organismes internationaux et démontre les contradictions et les dangers à partir de l'analyse de cas concrets, mettant en lumière le décalage entre les recherches poursuivies en Europe et aux États-Unis et la situation linguistique réelle sur le terrain en Afrique, d'où leur scepticisme envers la promotion de programmes d'enseignement bilingues entrepris sur la foi de recherches qu'ils jugent inadaptées. À ces recherches extérieures, les auteurs substituent ici des analyses de terrain. Le choix des pays présentés, Tanzanie, Namibie, Mozambique, Afrique du Sud, Botswana, Guinée et Nigeria, couvrent la diversité sociolinguistique du continent et participent d'une volonté de dépasser les barrières linguistiques entre pays anglophones, francophones et lusophones. La majorité de ces pays sont cependant anglophones et les auteurs ont pour la plupart des liens avec les États-Unis où ils ont étudié ou enseigné. La mention de nombreux autres pays africains vient renforcer les résultats obtenus dans les pays étudiés et ajoute à la portée de l'argument. Au-delà de la diversité des titres, les 8 chapitres de l'ouvrage écrits par des chercheurs spécialistes de l'éducation et du développement, de sociolinguistique et de linguistique africaine, en poste, en Afrique du Sud, au Botswana, mais aussi aux États-Unis et en Norvège, traitent de la même question, celle de la cohabitation des langues européennes et africaines. Selon le CASA, Centre pour l'étude avancée des sociétés africaines, qui joue aujourd'hui un rôle clé dans le découpage linguistique du continent, 85% des Africains parlent un maximum de 12 à 15 langues majeures. L'ouvrage, expression de ce groupe,
prédit la disparition prochaine de 95% des langues actuellement parlées dans le monde, particulièrement en Afrique, et rappelle que si personne ne les utilise, les langues africaines ne peuvent pas se développer. Il évoque les travaux visant actuellement à la création d'un système unique d'écriture des noms dans les langues africaines mentionnées pour remédier à la fragmentation linguistique missionnaire, accusée d'avoir élevé les dialectes au rang de langue au point de reconstituer en Afrique une Babel imaginaire, alors que les langues africaines ne sont pas si différentes qu'elles gênent l'intercommunication. Les auteurs considèrent le coût des choix et leurs implications en matière de résultats et de progression scolaire et encouragent la production d'un matériel scolaire adapté à l'enseignement dans les langues maternelles, fruit d'un effort collectif né d'une coopération entre pays africains, reconnaissant que les frontières nationales héritées de l'époque coloniale ne coïncident pas avec les frontières linguistiques. L'organisme considère l'harmonisation des langues comme une panacée pour le développement de l'Afrique et, convaincu qu'elle ne pouvait être reportée, s'est mise au travail et a déjà produit un guide pour la révision et l'unification des orthographes. L'Université du Bénin s'est ainsi chargée d'harmoniser le groupe des langues boué d'Afrique de l'Ouest. L'Université du Cap a, quant à elle, terminé celle des langues du Sud central. Et le travail sur le mandingue a commencé à Abidjan en 2002. Une fois cette harmonisation achevée, le but de l'organisme est de former les enseignants qui seront ensuite à même de produire le matériel scolaire nécessaire dans la nouvelle orthographe. Ce travail est déjà très avancé et devrait être terminé d'ici quelques années. Cet ouvrage destiné aux enseignants et étudiants de langue comme aux politiciens africains souhaitait offrir les armes d'un débat très actuel sur le problème complexe posé par le choix des langues d'enseignement en Afrique subsaharienne postcoloniale. Ce faisant, il a pris parti, et on peut regretter la force et l'uniformité des prises de position et des arguments présentés par les auteurs. On ne pourra en tout cas rester indifférent face à l'action entreprise au sud du continent.